Chers confrères, bien le bonsoir. Alors aujourd'hui, on va traiter une question qui est assez importante dans l'éventail des questions de l'insuffisance cardiaque et il s'agit de la cardiomyopathie du péripartum. Cela est tout au long de la présentation. Nous allons nous baser essentiellement sur le dernier papier consensus de la Société européenne de l'insuffisance cardiaque et qui a été publié en juin 2019. Alors, les étiologies de l'insuffisance cardiaque qui surviennent au cours de la grossesse sont diverses et variées. Les cardiomyopathies, certes, ne représentent pas une proportion énorme, mais du fait de leur gravité, elles contribuent grandement à la mortalité maternelle, et ce, que ce soit au cours de la grossesse ou dans le postpartum. On est tous bien sûr dans l'attente du prochain registre observationnel européen, qui a recruté plus de 750 malades et qui, de ce fait, constituera la plus grande database en la matière. Autre point important à souligner dans la prise en charge est que, ici, l'enjeu est double. Premièrement, ça concerne la santé de la parturiente, et en second plan, celle du fœtus. Aussi, nos connaissances à propos de la prise en charge sont assez limitées ou du moins ne sont pas basées sur des recommandations avec un niveau de preuve très puissant, ce qui laisse notre pratique quotidienne sujette à des influences. Pour la définition, on va garder celle qui est proposée par la Shefa en 2010, qui la définit comme une cardiomyopathie idiopathique qui survient en fin de grossesse ou des mois après un avortement, sans autre étiologie d'insuffisance cardiaque et avec bien sûr une fraction d'éjection inférieure à 45%. Alors pour ce dernier point, est-ce qu'on en est sûr? Pas tout à fait, parce qu'il existe d'authentiques cas de cardiomyopathie du péripartum qui ont été diagnostiqués avec une fraction d'éjection qui avoisine les 50%, mais ça reste toujours un diagnostic d'exclusion vu qu'il n'existe pas de test diagnostic spécifique pour la cardiomyopathie du péripartum. La prévalence de la PPCM varie énormément de par le monde. Son incidence est de l'ordre d'une grossesse par 100 au Nigeria par exemple, jusqu'à une grossesse par 15 000 au Danemark. Donc elle dépend essentiellement du background ethnique et racial de la parturiente. Pour la physiopathologie, alors pour commencer, on va dire que l'étiologie reste toujours incertaine, mais qu'il y a un petit modèle qui a été proposé et qui est basé essentiellement sur two-hit model, c'est-à-dire sur deux piliers. Premièrement, la susceptibilité individuelle et deuxièmement, déséquilibre anti-angiogénique. Alors, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de facteurs qui ont été incriminés dans la genèse de la condition, comme les infections virales, le stress oxydatif, l'inflammation, la réaction auto-immune et des valeur très basse de sélénium plasmatique, mais ce qui retient particulièrement l'attention, c'est la prolactine, ou plutôt un subfragment anti-angiogénique qui est le 16 kilodalton et qui résulte de la fragmentation de la prolactine. Alors, ce subfragment va permettre la libération d'un certain nombre de particules aux particularités anti-angiogéniques qui vont provoquer une altération du métabolisme de la cellule cardiaque ou du cardiomyocyte. Ce qui est à noter aussi, c'est le lien très particulier qui existe entre la prééclampsie et la cardiomyopathie du péripartum, et ceci a été prouvé par l'existence de concentrations très élevées dans le plasma des femmes avec d'authentiques diagnostics de PPCM, de FMS-like tyrosine kinase et de vascular epithelial growth factor, et qui sont des facteurs vasculaires incriminés dans la genèse de la prééclampsie. En résumé, on va dire que la cardiomyopathie du péripartum est une pathologie qui est assez complexe, avec une physiopathologie qui est incomplètement comprise et qui est hétérogène, qui inclut des facteurs angiogéniques, métaboliques, hormonaux, mais surtout un stress oxydatif qui est très important. Pour la génétique, alors il faut savoir que 15 à 20% des malades avec une PPCM sont porteuses de mutations qui sont connues inductrices de cardiomyopathie dilatée. Donc chez ces malades-là qui sont génotypiquement positives et phénotypiquement négatives, une DCM peut être induite par le stress de la grossesse, et ça représente un diagnostic différentiel qui est en même temps important et en même temps assez difficile à établir. Donc le testing génétique peut être considéré en cas de cardiomyopathie du péripartum, particulièrement chez les patientes qui présentent une forte histoire familiale. Alors quels sont ces gènes-là qui sont incriminés? C'est essentiellement le gène de la titine, la chaîne lourde de la bêta-myosine et la myosine binding C protéine. Différents diagnostics différentiels auxquels on devrait penser lorsqu'il s'agit d'une présentation aiguë d'insuffisance cardiaque au cours de la grossesse. Le premier, bien sûr, c'est l'existence d'une cardiomyo préexistante à la grossesse. Et là, comment peut-on faire la part des choses? En se basant essentiellement sur l'histoire de la maladie, mais surtout en essayant de chercher une échocardiographie antérieure à la grossesse qui objective les troubles de la dysfonction VG. Un deuxième diagnostic, c'est ce qu'on appelle
la myocardial infarction pregnancy associated, c'est-à-dire c'est le syndrome coronarien aigu au cours de la grossesse qui est dû essentiellement à une dissection spontanée, mais là c'est une présentation qui est complètement différente avec une douleur thoracique typique, des troponines qui sont élevées et à l'échocardiographie des troubles de la cinétique segmentaire qui sont très bien localisés. L'examen qui pourrait apporter un plus ici, c'est la coronarographie. La myocardite aussi reste un diagnostic qui est difficile à établir, même si la présentation elle se fait avec une douleur, des troponines qui sont élevées, mais l'examen de choix ici reste l'IRM cardiaque. Et enfin, on va dire qu'il faudrait porter attention aux femmes qui se présentent avec un état de choc cardiogénique où deux diagnostics devraient être évoqués d'emblée, c'est l'embolie pulmonaire et l'embolie amniotique. Un autre diagnostic différentiel auquel on devrait faire très attention, c'est la prééclampsie qui se présente en fin de grossesse et qui pourrait être responsable d'un authentique OAP par dysfonction diastolique. Alors la prééclampsie, elle a des caractéristiques assez particulières qui sont différentes de la PPCM, que ce soit en ce qui concerne le moment de la présentation. La prééclampsie se présente un petit peu plus tôt que la PPCM, que ce soit sur le pronostic et sur les facteurs déclenchants. Un autre diagnostic à évoquer qui est assez rare, certes, mais qui reste toujours possible, c'est le Takotsubo syndrome. Comment peut-on l'expliquer? Après un travail qui est assez laborieux pour la femme, il se peut qu'il y ait une décharge catécholaminergique très importante qui peut par elle-même déclencher un authentique syndrome du Takotsubo. La plaque qui suit a été proposée par le groupe de travail afin de nous aider dans le cheminement du diagnostic d'une présentation aiguë d'une PPCM. Alors, quand la femme elle se présente dans un tableau d'insuffisance cardiaque aiguë, c'est-à-dire avec des symptômes plus ou moins des signes de décompensation cardiaque en fin de grossesse ou dans les mois qui suivent le péripartum, la prise en charge initiale consiste essentiellement à faire un examen clinique bien sûr, mais aussi à faire un dosage des peptides intriurétiques, à faire une ETT, un ECG et une radiographie thoracique de face. La suite de la prise en charge dépendra essentiellement des résultats des peptides intriurétiques et de la FEVG. Si les deux sont en faveur d'une décompensation cardiaque aiguë, c'est-à-dire des peptides intriurétiques qui sont très élevés avec une FEVG qui est inférieure à 45%, alors le diagnostic d'une présentation aiguë de PPCM devient très probable et le seul diagnostic différentiel à ce moment-là, c'est l'existence d'une pathologie sous-jacente qui est antérieure à la grossesse. Maintenant, si les deux sont en défaveur, c'est-à-dire un peptide intriurétique qui est normal avec une FEVG qui est plus ou moins conservée, à ce moment-là, il faudrait rechercher d'autres étiologies extracardiaques responsables des symptômes. Si en contrepartie, les deux sont, il y a une certaine discordance entre les deux, c'est-à-dire des peptides intriurétiques qui sont élevés, mais quand même avec une FEVG qui est conservée, à ce moment-là, il faudrait rechercher les étiologies cardiaques qui pourraient expliquer une élévation des peptides intriurétiques avec une conservation de la FEVG, comme par exemple l'embolie pulmonaire ou l'embolie amniotique. Qu'en est-il maintenant de la place de l'ECG dans le diagnostic de la cardiomyopathie du péripartum? Alors, il faut savoir qu'il est très rarement normal, que les troubles de la repolarisation secondaire sont très fréquents et que l'existence d'un BBG sur un ECG de base doit faire évoquer une cardiomyopathie préexistante à la grossesse. Qu'en est-il maintenant des facteurs pronostiques? Deux éléments essentiels sortent de toutes les études. Premièrement, l'existence d'une tachycardie sinusale, qu'elle soit sinusale ou qu'elle soit de la tachyarrhythmie, de la tachy-FA sur l'ECG. Et deuxièmement, un QT allongé. Ce sont deux éléments qui sont associés à un pronostic assez réservé. Est-il maintenant des biomarqueurs? Alors, il faut savoir que il faut garder à l'esprit que les NT-proBNP et les BNP ne sont pas élevés pendant une grossesse normale, que par contre une authentique PPCM augmente systématiquement le taux des peptides natriurétiques, que leur rôle essentiellement ce n'est pas de poser le diagnostic, mais en fait d'éliminer le diagnostic d'insuffisance cardiaque parce qu'ils ont une forte valeur prédictive négative, que les cutoffs c'est les mêmes que pour une autre étiologie d'insuffisance cardiaque, ça ne fait rien de les rappeler, c'est 100 pour les BNP et 300 pour les NT-proBNP, qu'ils ont une valeur pronostique importante avec les troponines pour une éventuelle persistance d'une dysfonction VG et que d'autres candidats font leur chemin petit à petit dans le futur. C'est le fameux 16 kDa prolactine, l'interféron gamma et le micro-ARN 146.
Alors, pour l'imagerie cardiaque, il faut savoir qu'elle est indiquée dès que possible. L'IRM cardiaque, par contre, elle permet une évaluation plus complète de la fonction cardiaque et de la structure cardiaque, surtout quand il y a une suspicion, une forte suspicion d'un diagnostic différentiel. Par contre, sa valeur ajoutée par rapport à l'échocardiographie reste toujours incertaine et l'administration du gadolinium doit être évitée au maximum jusqu'après l'accouchement. C'est une plaque qui résume la prise en charge globale d'une décompensation cardiaque aiguë et non pas seulement d'une PPCM au cours de la grossesse. Alors cette prise en charge elle est basée essentiellement sur une évaluation initiale globale qui est minutieuse et qui va s'acharner à rechercher les signes de gravité, c'est-à-dire les signes qui peuvent orienter vers un état de choc cardiogénique qui sont essentiellement une hypotension avec une systolique inférieure à 90 mm de mercure, une tachycardie supérieure à 130 ou une bradie inférieure à 45 battements par minute, un rythme respiratoire qui est accéléré supérieur à 25, une désaturation avec une SpO2 inférieure à 90, des lactates qui sont élevés ou des signes d'hypoperfusion comme l'oligurie, la froideur des extrémités et les marbrures. Alors si l'un ou plusieurs de ces signes sont présents, on est en droit de parler de choc cardiogénique ou du moins d'une décompensation cardiaque aiguë qui est sévère et à ce moment-là, une prise en charge en éventail doit immédiatement être commencée qui est basée essentiellement sur 5 éléments. Le premier, c'est essayer de contrebalancer ce qu'on appelle la précharge avec les diurétiques et des vasodilatateurs si la tension bien sûr le permet. Deuxièmement, optimiser l'oxygénation. Troisièmement, plus ou moins rajouter des vasopresseurs ou des inotropes et surtout lévocimodant dont on va parler tout à l'heure pour essayer d'optimiser un petit peu la tension artérielle, provoquer ce qu'on appelle une délivrance qui est urgente par césarienne dans cette situation-là, et enfin considérer la bromocriptine s'il s'agit d'une PPCM qui est notre cas dans cette situation-là. Alors, une des présentations les plus dramatiques d'une acute PPCM, c'est tout simplement le choc cardiogénique. Et là, on pourrait se poser la question s'il serait judicieux de mettre des bêta-adrénergiques positifs pour essayer un petit peu de contrer la situation comme dans les autres étiologies de la décompensation cardiaque. La réponse ici est clairement non. Pas de dobutamine, pas de norépinéphrine, sauf quand on n'a pas le choix, tout simplement parce que dans ces groupes-là, dans ces groupes de malades qui ont été mis sous dobu ou sous norépinéphrine, il a été enregistré des taux très élevés d'adverse outcomes. Comment peut-on expliquer ça? Eh bien, expérimentalement, il se trouve que dans une cellule déficitaire en stade 3, une stimulation bêta-adrénergique induit un stress oxydatif et une déplétion énergétique très importante. Or, chez une patiente de PPCM, les cardiomyocytes sont le plus souvent déficitaires en stade 3. Du coup, tout ce qui a trait à la stimulation bêta-adrénergique doit être évité dans la mesure du possible. Par contre, le lévocimodant, qui n'augmente pas pour sa part la demande myocardique en oxygène, peut être utilisé comme l'inotrope de choix dans la gestion du choc cardiogénique dans la cardiomyopathie du péripartum. Même chose pour l'effet décongestif du lévocimodant, en se basant sur cette étude qui avait inclus 28 malades avec diagnostic de choc cardiogénique réfractaire. 8 malades d'entre eux avaient un diagnostic de PPCM. Ils avaient subi, tout le monde avait subi un traitement par du lévocimodant avec une dose de charge suivie d'une infusion d'entretien pendant 24 heures et tous les patients ont bénéficié d'un monitoring invasif en ce qui concerne l'apapo et les résistances artérielles pulmonaires. Dans le groupe PPCM, il y avait une baisse dans les deux paramètres, mais malheureusement cette baisse n'était pas significative. Par contre, le seul essai clinique randomisé en la matière n'a pas pu démontrer un bénéfice réel sur le pronostic. Autre volet assez important dans la prise en charge, c'est l'utilisation de la bromocriptine. Alors, dans cette étude pilote randomisée qui a été conduite sur un petit échantillon, on a pu démontrer que l'ajout de la bromocriptine au traitement standard avait un effet bénéfique sur la mortalité globale et sur la FEVG. De plus, dans le registre allemand, la bromocriptine a toujours été associée à une mortalité plus basse. Par contre, ce qu'on pourrait porter comme critique ici, c'est que le nombre de patients qui a été investigué n'est pas très important et que d'autres études plus randomisées et portées à une échelle plus importante sont indispensables pour que les résultats soient robustes. Entre une semaine ou 8 semaines de traitement, il est légitime de se poser la question. Il faut savoir qu'il y a une étude allemande qui a été menée dans ce sens-là et qui avait comparé une semaine de traitement à base de bromocriptine contre 8 semaines. Il n'y avait pas de groupe placebo dans cette étude-là et malheureusement, les résultats n'étaient pas significatifs, même si ça a été en faveur du groupe de 8 semaines, surtout quand la FEVG elle est très basse ou qu'il existe une dysfonction VD associée dès le départ.
Alors, si on se réfère aux données actuelles de la science, l'utilisation de la bromocriptine est un petit peu variable de par le monde. Elle est démocratisée en Allemagne, mais elle n'est pas très utilisée aux États-Unis. Si on se réfère aux recommandations de l'ESC 2018, la bromocriptine est reléguée à une indication de classe 2B. Et même si ça n'a été retrouvé qu'avec des doses très élevées de bromocriptine, des événements thromboemboliques ont été enregistrés. Du coup, l'utilisation de la bromocriptine doit être associée à une anticoagulation au minimum à des doses prophylactiques. Et enfin, on va dire que si on n'a pas de la bromocriptine, on peut la substituer par de la cabergoline, mais là encore une fois, le niveau de preuve est très faible. En ce qui concerne l'accouchement, la voie basse avec une épidurale doit rester la méthode de choix, si bien sûr il n'existe pas de contre-indication ou d'indication obstétricale spécifique pour la césarienne. Maintenant, si c'est une femme qui se présente avec un état avancé d'insuffisance cardiaque ou dans une instabilité hémodynamique, là c'est un accouchement urgent par césarienne et par anesthésie centrale qui doit être privilégié. Alors il faut savoir que même si la péridurale reste la méthode de choix, elle doit être menée par des équipes qui sont entraînées parce qu'une mauvaise titration peut avoir des conséquences très néfastes sur le débit cardiaque. Qu'en est-il maintenant de l'allaitement ou du breastfeeding? Là encore, it's a big controversy. Si on se réfère aux recommandations de l'ESC 2018, prévenir ou suspendre l'allaitement est une indication de classe 2B. Par contre, on avait remarqué que si on se fie bien sûr aux études observationnelles, beaucoup de femmes avec un authentique diagnostic de PPCM avaient très bien toléré l'allaitement. De plus, la plupart des thérapeutiques qu'on utilise pour l'insuffisance cardiaque ne sont pas contre-indiquées pendant l'allaitement. Alors la décision de continuer ou d'arrêter l'allaitement doit être prise au cas par cas, et ce, en prenant toujours en considération le rapport risque-bénéfice pour l'enfant, mais surtout pour la maman. Alors, pour résumer, plusieurs scénarios de PPCM peuvent se présenter au pavillon des urgences et ça varie de la mild PPCM, c'est-à-dire de la modérée, jusqu'à la présentation qui est dite sévère en choc cardiogénique. Cette présentation, ou plutôt cette classification des différentes présentations est basée essentiellement sur plusieurs éléments, mais surtout sur le type de présentation clinique et les données échocardiographiques, avec une présentation plus ou moins subacute, c'est-à-dire une malade qui se présente avec un subo-AP en stabilité hémodynamique complète et avec des données échocardiographiques qui objectivent une FEVG entre 30 et 45%, jusqu'à la sévère où la malade se présente en choc cardiogénique, en une instabilité hémodynamique avec une insuffisance respiratoire et avec une FE qui est extrêmement effondrée et une possible dysfonction VD associée. Les présentations vont dépendre essentiellement des modalités, mais surtout le lieu de la prise en charge, avec dans la modérée une prise en charge qui peut être proposée en ambulatoire, c'est-à-dire à domicile, jusqu'en réanimation pour la présentation qui est dite sévère avec choc cardiogénique et qui pourrait nécessiter une assistance circulatoire. Voici un schéma qui a été proposé sur l'utilisation de la bromocriptine dans les différents scénarios, dans les différentes situations avec lesquelles peut se présenter la malade. Dans la première situation, la bromocriptine peut être utilisée à des doses de 2,5 mg en une seule prise journalière pendant 7 jours, mais surtout avec une anticoagulation qui est dite efficace. Dans la deuxième situation, elle peut être proposée à 2,5 mg en 2 prises journalières pendant 14 jours, puis 2,5 une fois par jour pendant au minimum 40 jours, mais toujours avec une anticoagulation efficace. Et dans le dernier cas de figure, c'est-à-dire en cas de choc cardiogénique avec soit une assistance ventilatoire ou une assistance circulatoire, la bromocriptine, on va commencer avec 2,5 mg 2 fois jour, puis on va commencer à augmenter progressivement jusqu'à des doses maximales de 10 à 20 mg par jour, et ce en dosant toujours le sérum, la prolactine, en dosant toujours la prolactine sérique jusqu'à ce qu'on obtienne une suppression efficace de la lactation avec bien sûr une anticoagulation à des doses prophylactiques. Et maintenant la thérapeutique chronique. En ce qui concerne pendant la grossesse, les IEC, les ARA2, les inhibiteurs de la néprilysine, les anti-aldostérones ou même l'ivabradine sont toutes contre-indiquées pendant la grossesse. À la place, on pourrait utiliser l'hydralazine chaque 6 heures ou les nitrates une fois par jour pour diminuer la post-charge. Maintenant, pour les bêta-bloquants, ils ont toujours leur indication à condition que la patiente soit euvolémique et qu'elle soit stable sur le plan clinique. Et les diurétiques, on les garde toujours pour la congestion.
Voici un tableau qui résume la CFT de toutes les médications qu'on vient de citer. Pour l'IEC et l'ARA2, leur utilisation pendant la grossesse doit être évitée car ils sont contre-indiqués. Par contre, pendant l'allaitement, l'IEC peut être utilisé avec précaution, quoique des concentrations très faibles, non cliniquement significatives, ont été retrouvées dans le lait maternel en ce qui concerne l'IEC. Par contre, l'ARA2, malheureusement, il n'a pas bénéficié d'essais dans la matière, donc son utilisation doit être évitée. Alors, quel IEC on est en droit d'utiliser? Pratiquement la plupart, mais ceux qui ont bénéficié du MOST data, c'est l'enalapril et le captopril. En ce qui concerne le bêta-bloquant, il faut savoir que c'est une thérapeutique qui est indispensable, que ce soit pendant la grossesse ou après l'accouchement, c'est-à-dire pendant l'allaitement. Les bêta-bloquants que l'on peut utiliser, c'est le métoprolol et le bisoprolol, tout simplement parce que ces deux-là ont bénéficié d'essais, c'est ces deux-là qui ont bénéficié du plus grand nombre d'essais. Maintenant, en ce qui concerne, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Eh bien, tout simplement, pendant la grossesse, il faut savoir qu'un bêta-bloquant, quand on l'utilise à forte dose, il peut provoquer ce qu'on appelle un retard de croissance intra-utérin, et que s'il est utilisé dans la période qui précède tout de suite l'accouchement, il faut savoir qu'il peut provoquer une bradycardie, une hypotension sévère chez le nouveau-né, d'où l'intérêt d'un monitoring étroit jusqu'à 48-72 heures après l'accouchement du nouveau-né. En ce qui concerne les anti-aldostérone, leur utilisation est contre-indiquée pendant la grossesse, alors que pendant l'allaitement, ils peuvent être utilisés, mais avec des précautions bien particulières, car de 1, tous les diurétiques ont cette propriété de supprimer la lactation, donc les mamans doivent être prévenues sur cet éventuel risque. Et deuxièmement, il faut savoir que de faibles doses de métabolites de la spironolactone ont été enregistrées dans le lait maternel. Alors en ce qui concerne les diurétiques de l'once, leur utilisation est inévitable en cas de décompensation cardiaque, que ce soit pendant la grossesse ou après l'accouchement. Il faut juste faire attention pendant la grossesse car ils peuvent diminuer le débit placentaire et du coup peuvent provoquer une souffrance fœtale. Pour mieux cerner la question, la thérapeutique pour la PPCM est résumée sous le label BORD, B pour bromocriptine, O pour traitement oral, A pour anticoagulation, R pour relaxant ou vasodilatateur et enfin D pour diurétique. Qu'en est-il maintenant de la décision de la transplantation cardiaque dans la PPCM? Il faut savoir qu'elle est réservée à des cas bien particulier quand l'assistance circulatoire n'est pas possible ou quand la malade dès le départ se présente avec une défaillance biventriculaire très sévère. Il est à noter aussi le taux très élevé d'échec et de rejet de la transplantation chez cette population de malades. Ajoutez à cela le fait qu'une récupération de la fonction cardiaque est toujours possible chez cette population. Du coup, la transplantation cardiaque doit être retardée au maximum. Puisqu'il s'agit d'une insuffisance cardiaque, on se voit dans l'obligation de parler de la prévention de la mort subite et de la thérapie instrumentale. Et là, on va dire que l'implantation précoce d'un défibrillateur chez une malade qui est nouvellement diagnostiquée n'est pas envisageable ou n'est pas recommandée. Par contre, ce qui pourrait trouver toute son indication ici, surtout durant les 3-6 premiers mois quand la FE est très effondrée, c'est ce qu'on appelle la Life Vest ou Wearable Cardio Defibrillator. Et pour les malades qui, malgré un traitement médical optimal et au-delà de 6 mois, elles présente toujours une dysfonction VG sévère, à ce moment-là, on est obligé de penser à l'implantation d'un défibrillateur, à l'implantation, pourquoi pas, d'un CRT, et ce, conformément aux recommandations de l'ESC 2016. Qu'en est-il maintenant du pronostic et des grossesses ultérieures? Il faut savoir que nos connaissances actuelles sont basées essentiellement sur des études rétrospectives qui couvrent 6 à 12 mois de suivi avec une variabilité dans la mortalité. Elle peut varier de 2% en Allemagne jusqu'à 12% en Afrique du Sud. Même après une récupération totale de la fraction d'éjection, il se peut qu'il persiste une dysfonction diastolique infraclinique avec une capacité à l'exercice qui est réduite. Et ce qu'on appelle la dysfonction résiduelle peut être mise en évidence par surtout les nouvelles techniques du strain cardiaque. Alors tout ce qui est facteur de mauvais pronostic dès le départ, c'est essentiellement un diamètre diastolique qui est supérieur à 60 mm, une fraction d'éjection qui est très basse et une dysfonction VD au début. C'est pour cela que
En ce qui concerne les grossesses ultérieures, ça dépendra essentiellement de cette notion de récupération totale. Même si la malade récupère une FE de plus de 50% et qu'elle est exempte des symptômes pendant au minimum 2 ans, le risque qu'elle fasse une nouvelle PPCM au cours de la prochaine grossesse reste quand même un petit peu élevé, donc la grossesse lui est déconseillée. Maintenant, si au contraire elle ne récupère pas et que sa FE reste toujours inférieure à 50% ou au pire elle reste toujours symptomatique, à ce moment-là, la grossesse est strictement déconseillée, voire contre-indiquée. Maintenant, que peut-on proposer pour le suivi au long cours? Alors, une visite chaque 6 mois incluant une échocardiographie doit être envisagée pour chaque patiente jusqu'à ce qu'elle retrouve une FE supérieure à 50%. Chez les femmes avec une LV recovery et qui reste stable après dégression progressive de la thérapeutique, on peut switcher vers une visite annuelle. Par contre, si elle présente des stigmates de récupération incomplète, comme la persistance d'un VG dilaté ou un strain qui a baissé, à ce moment-là, la poursuite du traitement de l'insuffisance cardiaque n'est plus à discuter. Alors voici un tableau qui résume la prise en charge thérapeutique chez les femmes après des deliveries, c'est-à-dire après la délivrance. Si on a par exemple une persistance d'une dysfonction VG avec une absence de récupération complète, on se voit dans l'obligation de continuer le traitement de l'insuffisance cardiaque dans sa totalité. Maintenant, si on a une récupération complète avec une FE supérieure à 55% chez une femme qui se dit totalement asymptomatique, à ce moment-là, on est obligé de continuer le traitement pendant au minimum 12-24 mois après la récupération, puis commencer une approche individuelle de dégression en commençant toujours par cet ordre, initialement en arrêtant les anti-aldostérone, puis les IEC ARA2 et enfin essayer de garder le bêta-bloquant le plus longtemps possible. Autre question que l'on pourrait se poser est: devrions-nous s'inquiéter de l'éventuelle baisse ou rechute de la fonction cardiaque une fois le traitement arrêté? Ou, en d'autres termes, doit-on arrêter le traitement? Là encore, il n'y a pas de recommandation directe. Tout ce dont nous disposons est le résultat d'études observationnelles ou rétrospectives. La première, menée en Turquie, où 42 cas de recovery a été enregistré, donc 4 de manière un petit peu plus retardée. Et si on s'intéresse au profil de ces soi-disant longs récupérateurs, on a constaté que 2 d'entre elles avaient arrêté leur traitement précocement. La seconde, en Caroline du Nord, où 5 des patientes qui ont eu une récupération totale de leur fonction VG avaient arrêté leur traitement de manière précoce, mais aucune n'avait présenté une dégradation de sa FE. Naturellement, ces résultats ne devraient pas être pris comme socle pour élaborer des recommandations. C'est pour cela que des études plus rigoureuses sur la durée et les modalités du traitement au long cours sont plus que nécessaires. On va dire que la cardiomyopathie du péripartum est un diagnostic auquel il faudrait toujours y penser, que sa prévalence de par le monde est variable, que sa prise en charge est difficile, délicate, mais des efforts dans ce sens sont faits afin d'améliorer son pronostic et qui reste toujours aussi réservé.